Donc le thème d'aujourd'hui, comme je disais, c'était la France en 2022. Deux informations hein, pour vous demain. À 9 heures, il y aura une conférence de Philippe de Lagvivier, donc mon frère, sur l'école à la maison. Euh, Pas sur Discord. Si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer le lien sur le chat plus tard. Et je vous donnerai aussi le programme des prochains mois de ces topos sur Discord un peu plus tard. Voilà. Donc, pourquoi faire ce thème-là aujourd'hui? Donc, bon, j'ai intitulé ça parce que je suis moi-même un immigré, alors ça donne aucun, aucune compétence particulière pour parler de la France, évidemment, mais disons que parfois, alors, il y a des avantages et des inconvénients, mais le fait d'être à l'extérieur permet de voir certaines choses, je pense. Et en même temps, il y a aussi un défaut, c'est qu'on perd un peu le sens de la réalité quotidienne de ce qui se passe en France, puisqu'on n'est plus au quotidien. Mais quand on revient de temps en temps, il y a certaines choses qui frappent et dont on n'entend pas parler, que je ne lis pas, par exemple, dans les médias conservateurs ou dans les médias tout court, parce que j'imagine que c'est naturel, enfin, c'est tellement quotidien que personne ne le note spécifiquement, mais il y a des choses qui peuvent frapper. Pour donner un exemple, quand j'étais rentré la semaine dernière, au printemps, j'étais assez frappé, en particulier à Paris, par les services de sécurité privés, dans les trains, dans la RATP, la SNCF. Euh, enfin, je veux dire, un service de sécurité relativement armé, lourdement armé, avec gilet pare-balles, armes automatiques. C'était assez, comment dire, marquant du fait que, un, il en ait besoin et que surtout, ça soit des milices un peu privées finalement qui fassent le travail de ce que l'État n'est plus capable de faire. Bon, passons. Donc, je vais présenter, alors je vais essayer de tresser un constat, voilà, de ce qu'on peut dire sur un État, et je vais essayer d'être réaliste, donc qui pourra peut-être sembler un peu, comment dire, un certain pessimisme, mais le but c'est pas du tout, enfin c'est d'être réaliste et de voir là-dedans qu'est-ce qu'on peut faire et quelles sont les perspectives et quels sont aussi les éléments d'espoir pour la France. D'abord, je vais essayer de ne pas être très long, de faire 20-25 minutes. Donc le premier point que j'aimerais souligner, donc tout ça c'est des choses connues, et je pense que tout le monde va réussir à faire une analyse, j'ai juste essayé d'être synthétique et de résumer, enfin de présenter les points de façon le plus claire possible. Il y a un premier point qui je trouve très marquant et qu'on a pu constater de façon encore plus importante en 2022 peut-être, enfin de façon très claire en tout cas, c'est une disparition, en tout cas dans la pratique, de la France en tant qu'État souverain finalement. Je m'explique. Donc ça fait déjà longtemps que la France n'a plus de monnaie. Parce que je reprends hein, quelques éléments de la souveraineté, c'est évidemment la monnaie, la diplomatie, la justice. Déjà sur ces trois points, quand on les prend un par un, c'est assez impressionnant. Donc ça fait longtemps que la France n'a plus de monnaie et qu'il n'a plus la main sur la politique monétaire. Le 2022 a été en plus marqué par une inflation et avec aucun moyen de jouer sur ça, ni pour nos exportations, ni pour limiter les dégâts sur comment on dit, le pouvoir d'achat des gens. Euh, donc c'est plus simplement donc le fait qu'on n'ait plus la main sur la monnaie a des conséquences, on le voit, plus cette fin du liquide, de l'argent liquide qui est annoncé, qui réduit encore les libertés des gens. Bon, ça j'insiste sur cet aspect fin du liquide parce que par exemple ici au Japon, je n'ai pas de carte bancaire et ça fonctionne très bien et sans carte bancaire, je peux commander des choses sur internet. Il y a tout un tas de façons de payer par liquide, que ce soit dans les supérettes ou même au livreur qui passe. Et je peux retirer à n'importe quel distributeur, je veux dire, du coin, pas à la banque. Comme ça, 3 000 ou 4 000 euros d'un coup si je veux.
Ça, ici, c'est normal. Enfin, il n'y a pas de souci de ce côté-là encore. Donc, c'est vrai que quand on rentre en France et qu'on ne peut même pas payer un restaurant à 15 euros sans carte bancaire, quasiment, enfin, j'exagère, mais il y a quasiment de ça, c'est vrai que ça fait bizarre. Et enfin, ça fait surtout bizarre que tout le monde trouve ça normal. Bon, deuxième point, c'est qu'on a aussi constaté en France, alors ça c'était quelque chose qui normalement était encore, enfin qui n'était pas vrai il y a quelques années et qui faisait d'ailleurs, enfin pas la fierté, mais qui faisait l'état de la France. Euh, euh, alors pour l'été studio, pas en journée et pas en semaine par exemple. Si on- Mais je reviens sur la diplomatie, pardon. Euh, Par exemple, bon, c'est vrai aussi au Japon, mais même je pense dans beaucoup de pays de la planète, la France était extrêmement, disons, appréciée ou bien vue pour sa diplomatie qui était indépendante et qui se voulait, bon, qui était forte évidemment, mais qui était aussi sur la ligne gaulliste de l'époque et qui ne voulait pas être alignée avant tout pas sur les États-Unis et ni sur aucune autre puissance. Et ça fait un moment que ça s'est tricoté. Et l'an dernier a été, je dois dire, une année absolument noire et catastrophique et qui met fin à l'ère de la diplomatie souveraine de la France, je crois qu'on peut le dire, avec l'histoire qui s'est passée en Ukraine et une absurdité, enfin pour la diplomatie française, une honte, tout simplement, je crois qu'on peut rien dire de plus, une honte internationale puisque la France est très responsable, enfin la France, la République et les autorités républicaines est très responsable déjà de l'avènement de ce conflit, puisqu'elle était un des garants des traités qui a été signé en 2014-2015 avec, entre l'Ukraine et le Donbass, et rien n'a été fait pour les faire tenir, et même tout a été fait pour appuyer la politique américaine qui cherchait à favoriser un conflit. Et puis voilà, on est devenu les caniches de la politique américaine la République ne s'en cache même plus. Sans compter que aussi, genre, c'est passé plus inaperçu, mais c'est quelque chose d'absolument capital aussi. Le corps diplomatique a été dissous par notre cher président, donc il n'y a plus de professionnels de la diplomatie en France qui sont formés maintenant. Donc en gros, en pratique, ce que ça veut dire, c'est que le copinage va augmenter. Voilà. Maintenant, un diplomate pourra être n'importe qui choisi par le président sans qu'il y ait de corps. Parce que ces corps-là, c'était quelque chose de très ancien régime, hein, finalement, quand on réfléchit, c'était des corps qui avaient certains privilèges et que même les élus ou même les administrations ne pouvaient pas bouger comme ça. Et il se trouve que, comme à une certaine époque, l'armée, le corps de la diplomatie et le corps de l'armée étaient les rares corps qui, dans cette république satanique, restaient sains. Et ça a été dissous, voilà. Et puis je ne citerai même pas tous les symboles qui font que à chaque fois que la France ou la République est censée être sur le plan sur la scène internationale, bah, tout est fait pour bien montrer que c'est pas la France, que c'est même plus la République, mais que c'est l'Union européenne, que c'est l'OTAN, que c'est l'ONU, que c'est je ne sais quel autre organisme international, mais que la France n'est finalement qu'une sorte de département de ce nouvel État mondial. Donc premier point, plus de souveraineté économique et plus de monnaie. Deuxième point, donc plus de diplomatie et plus de souveraineté diplomatique. Bon, sur ça, on pourrait faire des conférences entières hein, sur le démantèlement de notre réseau diplomatique international, sur la décrédibilisation complète de la diplomatie française, que ce soit en Afrique, où la Russie a pris notre place, et tant mieux pour l'Afrique, parce qu'on faisait n'importe quoi, ou à d'autres endroits. Bref, voilà. Sans parler du Moyen-Orient, alors là aussi, je crois que Macron a fait quand même fort, il a réussi à supprimer une des dernières traditions millénaires qui est restée, c'est-à-dire de protéger les chrétiens d'Orient, ça aussi il fallait le faire. Ensuite, troisième point, et tout ça, ça aura des conséquences à moyen terme. Il ne faut pas après s'étonner que la francophonie devienne, enfin, va se dégrader, etc. Hein.
Ensuite, troisième point, c'est sur la justice. Vraiment, le troisième aspect de souveraineté d'un État, c'est de rendre justice dans son pays, de faire en sorte qu'il y ait la paix, et au moins l'ordre. Et donc c'est assez aussi symptomatique, c'est que donc on se rend compte, et ça fait un moment que ça dure, mais en 2022 c'était de plus en plus clair, c'est que ben, il n'y a plus de justice en France. C'est-à-dire que quand même les combats, je veux dire, par exemple, prenez les combats pour la vie, ce genre de choses, et ben systématiquement maintenant, pour avoir gagné une cause, on va plaider à la CEDH, à la Cour européenne des droits de l'homme. Ce qui prouve bien que c'est plus les cours françaises, les cours de justice en France qui sont souveraines, puisqu'on peut aller à une cour supérieure, qui est la Cour européenne, qui peut forcer la France à prendre d'autres décisions. Enfin, la justice française à prendre d'autres décisions. Donc on est vraiment dans une intégration aussi de la justice au niveau européen, et la France est devient qu'une courroie de transmission, ou une cour inférieure. Et ça, quand on regarde l'histoire de France, c'est très marquant, puisque le roi a pu aussi, comment dire, unir la France d'un point de vue des institutions, par la justice. Les gens allaient voir le roi pour se faire en justice, et les autres cours souveraines, en fait, pliaient devant les décisions royales, puisque il y avait une suzeraineté, et puis le roi était sacré, donc nominalement il était au-dessus. Sauf qu'ici, on n'a pas droit, et que l'Union européenne n'a jamais été, n'a aucune légitimité à avoir une souveraineté supérieure aux États, hein, alors que le roi en a toujours eu, par exemple, à l'époque, hein, quand on parle en France. Bon, donc ça, c'est pas génial. Ne parlons même pas des lois. Il n'y a plus de législateurs en France. Alors, la démocratie qui était si fière de faire des lois, il y a tout un tas de lois qui sont votées tous les jours, c'est pas la question. En fait, toutes les lois importantes sont prises au niveau européen maintenant, voilà, et il n'y a plus aucune résistance aux règlements européens qui sont retranscrits directement en droit national. Et on a vraiment l'impression que ça devient de plus en plus les parlements une chambre d'enregistrement, ou alors aller plus vite que l'Union européenne pour faire passer des lois, pour faire avancer l'agenda mondialiste. Bon. Donc ça, c'est sur l'aspect de la souveraineté de l'État français. Donc le tableau est pas très, enfin, malheureusement, un peu terrible. Mais il faut en avoir conscience, parce que souvent dans les combats politiques, j'ai l'impression qu'on fait comme si on était encore il y a 20 ans ou 30 ans, et qu'on avait une vérité, que l'État français en tant qu'État avait une réelle souveraineté, alors que c'est plus vraiment le cas. D'ailleurs, un phénomène qui permet de comprendre ça, c'est que plus en général les dirigeants, le gouvernement et tout ça font du bruit, euh, moins ils ont la main en fait sur ce qu'ils font, parce que c'est toujours un peu pareil. Les vrais puissants font pas trop de bruit d'habitude. Si on fait beaucoup de bruit, c'est qu'on compense peut-être d'autres choses aussi. C'est une autre question. Après, donc ça c'était sur les aspects plutôt institutionnels, disons, mais aussi d'autres aspects, disons, intérieurs, c'est ce qui était marquant en 2022, ça tout le monde le sait aussi, mais enfin bon, c'est important juste de le souligner, c'est quand même l'Église de France en déliquescence, d'un point de vue institutionnel, entre les scandales sexuels qui ont été d'ailleurs bien manipulés, mais ce qui est très marquant, c'est que ça n'a pas été manipulé de l'extérieur de l'Église, mais même des autorités à l'intérieur de l'Église, quoi, avec ce rapport Sauvé, etc. Et de la même façon, la vexation des traditionalistes, enfin en tout cas de la messe traditionnelle, avec euh, l'application de traditiones custodes. Donc on pourrait dire que la plupart des évêques ont été prudents, qu'ils n'ont pas appliqué ça à la lettre, et qu'il y a beaucoup d'endroits où ça continue de fonctionner, mais enfin en pratique, il y a quand même beaucoup d'endroits aussi où il y a eu des vexations, des suppressions de messes, des pressions, des attaques sur les autres sacrements, etc. Enfin, dans tous les cas, ce qui est très marquant dans ces deux cas, c'est que, outre la situation pratique, où en pratique, la France n'est plus catholique, il faut quand même le dire, parce que c'est un fait, quoi.
Il y a une inertie chrétienne qui continue, ça aussi c'est un fait, mais c'est plus du tout la situation par les années, je sais pas, en 80 même, où encore tout le monde était catholique quasiment, et tout le monde savait à peu près encore ce que c'était le catéchisme, même si on était en train de le lire. Aujourd'hui, ceux qui naissent aujourd'hui, il y a une minorité qui est baptisée, hein, donc ce qui montre bien ce que ça veut dire. Donc en tant que pays imprégné, je ne parle pas des minorités hein, agissantes, c'est ça, j'en parlerai plus tard. Et ce qui est marquant dans l'idée, c'est que malgré cette situation catastrophique sur le terrain, c'est les autorités elles-mêmes, sans attaque des révolutionnaires extérieurs, sans attaque des mondialistes spécifiques, qui continuent de s'enfoncer quelque part. Ensuite, cinquième point que j'aimerais quand même aussi euh, souligner, un peu plus général, mais on le sait, c'est que on arrive aussi à un point de déliquescence de l'autorité qui est mais complète. Ça fait très longtemps qu'avec les histoires démocratiques, tout ça, on essaie de détruire, enfin, de détruire l'autorité dans son principe. Ça, c'est depuis la Révolution hein, et la souveraineté populaire. Mais bon, en fait, quand on regarde les 2 derniers siècles, ça avait à peu près, en pratique, quand même, ça marchait pas, puisque c'était tellement évident qu'il fallait avoir des chefs que finalement, malgré des va et des viens, il y a eu beaucoup de chefs dans les 2 derniers siècles. Et là, on arrive vraiment à une déliquescence complète de l'autorité, et dans tous les plans, donc ne parlons même pas au niveau des institutions républicaines, où un président Macron est plus ridicule qu'autre chose, et vraiment a vraiment des réflexes du tyran qui, justement, n'a tellement plus d'autorité qu'il ne peut que fonctionner à l'agressivité, enfin, au sentimentalisme, à la logorée verbale qui ne veut plus rien dire. Enfin, typiquement celui qui n'a pas d'autorité. Et ça se trouve pareil partout, dans les écoles, dans les entreprises. Enfin, on arrive, pour le coup, si vous voulez détruire tout ce qui était patriarcal, ben, ils ont réussi, ben, on arrive à une anarchie ou un matriarcat qui fait que ça soit de l'État jusqu'à l'entreprise, avec ses managements modernes, on vous prend pour des bébés et des enfants. Et, en gros, il faut obéir sans réfléchir, mais on ne sait même pas à qui on obéit, quoi. C'est la gouvernance, c'est des grands principes. Ce qui est très embêtant, ce qui est très 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 embêtant, parce que quand on a une autorité qui est, qui est encore existante avec des chefs identifiés et incarnés, même si c'est des tyrans, je dis même si c'est des tyrans, c'est mieux, parce qu'un tyran peut se convertir. Alors que là, le problème, c'est que c'est toujours pareil, on a l'impression que c'est une hydre sans tête. Donc, quand on coupe la tête, en fait, c'était pas la tête, il n'y a pas de tête, ou on ne sait pas qui c'est une sorte de gouvernance. En fait, il faut identifier, il y a des gens hein, qui tirent les ficelles et tout ça, mais le problème, c'est que il y a une sorte de. Voilà, ils ont mis vraiment en place une sorte d'inertie et d'esclavage, comment dire, de d'autocensure collective qui fait qu'il n'y a même plus forcément de gens qui tirent les ficelles clairement derrière. C'est les gens s'autocensurent, continuent, et puis personne ne va prendre de décision. Et dans les entreprises, je trouve que c'est très marquant. C'est pas vrai forcément pour toutes les entreprises, mais à cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une personne qui est vraiment qui prend vraiment des mauvaises décisions à proprement parler, mais en fait, il y a tellement beaucoup de gens qui prennent pas de décision ou qui prennent juste les décisions parce que c'est dans l'air du temps, ou parce qu'on comprend que c'est ce qu'il faudrait faire, parce que c'est ce qui est suggéré, etc. Voilà. Et bon, et ce qui est terrible, c'est que à cause des principes démocratiques qui sont maintenant devenus des dogmes fondamentaux, il n'y a plus personne qui résiste. Donc tout le monde accepte le fait qu'il ne doit plus avoir d'autorité. Sauf qu'en pratique, si on n'a pas d'autorité, on ne peut pas vivre. Donc les gens continuent à diriger d'une façon ou d'une autre, mais sans s'assumer. Donc voilà, on n'a plus de chef en fait. On ne sait plus où sont les chefs, et donc ça devient n'importe quoi. Et on le voit aussi pour la police, hein. Euh, la police ne se fait plus respecter depuis longtemps, parce que la justice ne suit pas, évidemment, et puis puisqu'en plus elle s'est décrédibilisée en obéissant à des ordres complètement iniques, en blessant des gens, des bons français dans des manifestations, en mettant en prison des gens qui n'avaient rien fait, en s'excitant sur des gens qui se défendent, et en n'arrêtant plus les criminels. Bon,
j'en vois pas forcément la pierre, parce que voilà, c'est très compliqué. Je dois avouer que je me demande comment on peut faire pour arriver à vouloir devenir policier aujourd'hui. Entre le côté on va se faire tuer par les criminels parce qu'ils maintenant ils attaquent les familles, à part. Je sais pas si vous avez vu le film Bac Nord, qui est déjà complètement daté et qui est passé d'après les informations que j'ai de gens qui connaissent un peu la police. On est à un stade beaucoup plus avancé que ça dans beaucoup d'endroits en France et pas que dans les grandes villes. Donc d'un côté, il y a cette insécurité, pas que sur le terrain, mais même dans sa vie privée. Et de l'autre côté, en plus, on a des gouvernements iniques qui nous donnent des ordres iniques, qui nous demandent de nous exciter sur la population normale. Je dois avouer que je ne comprends pas comment on veut devenir policier aujourd'hui et comment on arrive à y rester à part par la peur ou par la peur de la rue, je sais pas. Bon, ça c'est encore une autre question. Et enfin, dernier élément aussi que je trouve très marquant en 2022, c'est que malgré toute cette situation-là, bah, il y a une fuite en avant. Une fuite en avant. Le gouvernement continue à ouvrir les valves de l'immigration. Alors ce qui est drôle, c'est que quand on regarde certains grands titres des journaux, il y a écrit 2022, record, vague migratoire, je ne sais quoi. Il n'y a pas de vague migratoire. C'est le gouvernement qui naturalise à tour de bras. Et donc il n'y a pas de vague. C'est des portes qui sont ouvertes par les institutions républicaines depuis des dizaines d'années. Et bah, les immigrants, ils savent très bien ça. Ils le font, et puis c'est normal. Enfin, c'est normal, c'est logique. Et en attendant, c'est les intermédiaires qui sont plein les poches. Et puis c'est la France qui continue de sombrer. Bon, voilà. Donc ça, c'était un petit tableau sur l'état concret aujourd'hui de la France. Alors ce qui est intéressant, alors là, c'est qu'on constate tout de même un recul du mondialisme, de l'attaque mondialiste en tout cas, qui n'était pas forcément évident, euh, qui, qui est vrai en France, mais en fait à l'international aussi. C'est-à-dire que par rapport à ce qui était annoncé, par rapport à ce qu'ils ont fait à un moment donné, qu'ils ont essayé de continuer, euh, bah, finalement cette histoire du corona et de la crise sanitaire semble avoir quand même raté. Et même au point que ce qui était intéressant, je trouvais, là, quand il y a eu le forum de Davos, par exemple, un certain nombre de euh, personnages politiques, dont le président Macron, bah, ont évité d'aller à Davos parce que c'était pas bon pour leur cote, pour leur communication. Ce qui montre que, en fait, ils savent très bien qu'une part très importante de la population est convaincue que, comme nous, ce qui se passe, hein, parce que c'était tellement visible, les masses sont tombées, enfin, c'était tellement absurde, avec des décisions contradictoires quasiment du jour au lendemain, et clairement avec des objectifs politiques avoués de totalitarisme qui s'assumaient. Bon, ben voilà, il y a beaucoup de gens qui en ont pris conscience. La plupart, et ça c'est universel, évidemment, ne le diront pas, ne l'assumeront pas, mais n'en pensent pas moins. Et on le voit, alors vous me direz comment c'est à l'heure actuelle en France, mais je trouve que ça se voit le fait de cette fatigue de cette histoire-là, et que maintenant, moi ça m'avait marqué quand je suis rentré en printemps, même s'il y avait encore des pressions un peu sur le corona, cette fatigue des Français qui évitaient de parler de sujets politiques parce que bon, on n'avait plus envie de se disputer avec les gens qu'on rencontrait dans la rue, quoi. C'était suffisamment dur comme ça. Donc moi je me souviens, il y a 10 ans ou quoi, enfin, même des gens qu'on ne connaissait pas dans la rue, on pouvait aller débattre politiquement. Voilà, mais ça c'est marrant, c'est passé, ce qui montre aussi qu'on arrive dans une autre étape. Là, voilà, c'est plus drôle quoi, ce qui se passe, justement. Bon, donc, donc bon, évidemment, hein, tout ce qui a été fait euh, au niveau de l'avancée d'État totalitaire enfin, à cause de cette crise sanitaire reste dans la loi et c'est pas du tout jojo, hein. Juste pour information, hein, ici par exemple au Japon, il n'y a jamais rien eu d'obligatoire et de coercitif sur toutes les mesures sanitaires. Jamais le masque n'a été obligatoire, jamais il y a eu de confinement obligatoire.
La seule chose, c'était les frontières qui étaient fermées. Après, donc on pouvait sortir, mais difficilement rentrer. Mais après, le reste, il n'y a jamais rien eu. Et heureusement. Après, il y a d'autres différences. En France, c'est sûr que les gens résistaient. Ici, personne ne résistait. Donc, voilà. Mais on n'était pas illégal on n'était pas contre la loi, par exemple, de se promener sans masque. En France, on pouvait se promener sans masque, mais effectivement, il fallait quand même risquer d'avoir 120 euros, et puis, et puis plus après. Donc, c'est sûr que c'était pas la même menace. Ensuite, bon, évidemment, on voit que maintenant il y a une sorte de nouvelle tentative entre l'énergie et l'écologie et cette tentative-là d'accélérer les choses en voulant impliquer toute l'Europe de l'Ouest, enfin tout le monde occidental, d'ailleurs dans le Japon compris, dans la guerre contre la Russie. Bon, tout ça, c'est des choses très dangereuses. Donc après, on verra ce qui se passe. Ce qui est étonnant, peut-être, je sais pas, on verra de toute façon, mais c'est que ce reflux est quand même quelque chose de positif, je pense, parce que ça montre, ça nous rappelle que nos ennemis ne sont pas forcément si puissants qu'ils le disent non plus, et et que eux-mêmes sont aussi victimes finalement de ce désagrégement précédent que j'ai dit de l'autorité, de tous les aspects de la souveraineté. C'est que quand on n'a plus la souveraineté, qu'il n'y a plus d'autorité, on ne peut plus vraiment non plus imposer ses vues. Ça devient trop contradictoire. Bizarrement, de façon contradictoire, si le XXe siècle a réussi à faire des totalitarismes aussi terribles et aussi, je veux dire que l'Église conciliaire a tellement détruit, c'est parce qu'il y avait des hiérarchies très fortes finalement et qui profitaient de l'inertie de structures hiérarchiques traditionnelles très pures, euh, qu'ils ont utilisé, avec donc une obéissance aussi très forte des populations parce qu'ils étaient habitués à obéir, ce qui est une bonne chose, parce que parce que bon, déjà c'est naturel, et puis deuxièmement, quand les gouvernements étaient justes, ben, voilà. Mais forcément, c'est pas pareil. Au moment où il y a un tyran qui arrive, ben, les réflexes qu'on a ne changent pas forcément, et ça peut donner des choses terribles. Aujourd'hui, on est un peu dans l'inverse, c'est qu'ils ont tellement tout détricoté et désagrégé qu'ils n'arrivent plus forcément à imposer et à contrôler, parce que les gens n'obéissent pas, et il n'y a plus les structures institutionnelles pour faire obéir, enfin, pour forcer les gens à obéir, comme par une pure terreur. Donc bon, il y a une sorte de flou là, qui se met en place, et donc il y a un combat, il y a vraiment un combat à mener, il y a un combat qui se passe, et le combat n'est pas gagné, mais il n'est pas perdu, donc ça nous montre vraiment que le combat doit être mené, et même si, en sachant très bien que c'est pas nous qui contrôlons les choses, que c'est la Providence en fin de compte, et que c'est pas pour des victoires temporelles, mais c'est pour des victoires spirituelles en fin de compte. Mais ça n'empêche pas qu'il faut se battre aussi de façon temporelle. Donc que faire? Être raisonnable. Je pense que l'enseignement principal, c'est en toute chose garder raison, enfin être froid, garder la raison, être raisonnable et pas s'emballer, pas sous-estimer, pas surestimer. C'est compliqué, mais voilà, c'est- c'est, euh, c'est ce que je pense qu'il faut faire. Ensuite, troisième point, je vais essayer d'être rapide, c'est que, avant de passer à la conclusion, donc j'ai parlé de la souveraineté. J'ai parlé du fait qu'il y avait quand même un certain reflux, ou un raté en tout cas, des menées mondialistes en 2022, ce qui était intéressant. Qu'on rentrait dans une autre étape plus violente, plus, voilà, où avec des guerres qui commencent à être ouvertes, des choses qui font penser aux années 30, mais peut-être. Bref. Et mes troisième point, pour revenir à la France, parce que c'est quand même ça le sujet, euh, c'est vrai que d'un point de vue institutionnel, ça devient de plus en plus invivable. En tout cas, à la fois des témoignages que j'ai et puis de l'extérieur, j'ai mis quatre points qui montrent ça, qui montrent que vraiment impossible d'être républicain aujourd'hui. Je comprends qu'à une époque,
à la limite, à l'époque de Jean-Marie Le Pen, par exemple, quand lui, il considère qu'il finalement, il était parlementaire, qu'il a réussi grâce à la République. Ce qui est faux en pratique, hein, puisque il vient de l'Ouest, tout le monde était royaliste, et même ceux qui disaient républicains, ils étaient républicains de façade, mais en fait, ils avaient des valeurs traditionnelles. Ce qui est toujours, c'est toujours les gens qui sont terribles, ceux qui s'affichent quelque chose, mais qui ont en fait des valeurs contraires. C'est comme un catholique qui se dit catholique, mais qui en fait est complètement pas catholique. Bah, un républicain qui en fait a des valeurs royalistes, enfin, quelqu'un qui dit républicain, mais qui se comporte comme un royaliste, ce qui a été le cas en fait pendant longtemps dans la France républicaine. C'est pour ça que ça pouvait fonctionner, plus ou moins. Sauf que comme les principes n'étaient pas bons, bah, au bout d'un moment ça bugue quand même. Bah, ça c'est terrible parce qu'on ne se rend pas compte des mots. Mais aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que on arrive dans un monde où il y a une sorte, les gens, enfin, il y a une adéquation entre petit à petit entre ce que les gens revendiquent et les valeurs qu'ils portent. Ce qui est quand même bien parce que ça clarifie les choses. Les masques tombent, comme on dirait, le diable se dévoile et ça permet de diriger son regard vers Dieu aussi. Et donc, quelques éléments qui sont, je trouve, inqui- enfin, très symboliques de cet durcissement de la République en France, c'est l'interdiction de l'école à la maison, complète, qui a été fait avant, hein, qui a été fait qui a été annoncé en 2020, passé en 2021, et là c'est en train de complètement supprimer. Alors ceux qui y étaient déjà peuvent continuer, mais pour tous les nouveaux, c'était une catastrophe. Alors cette histoire de l'avancée de la culture de la mort, mais complète là, entre la constitutionnalisation de l'avortement et l'euthanasie, soit dit en passant, la constitution de l'avortement qui est faite par réaction à la politique intérieure américaine, ce qui prouve bien qu'on est aussi en train de devenir le 52e État des États-Unis, enfin, sauf si l'Union européenne n'est pas déjà le 51e, je ne sais rien, enfin peu importe. L'augmentation de l'État policier, enfin, on a de plus en plus voilà, de caméras, de policiers, etc. Bon. Et quatrième chose aussi, je trouve ça très choquant, enfin, ces faits divers. Bon, les faits divers, bon d'accord, mais il y a tous les jours des morts violentes en France, des gens qui sont assassinés, relevés, décapités, après avec des choses qui sont scabreux, là, des femmes qui tuent des filles, dans des choses qui ressemblent à des rites barbares, sataniques, qui viennent d'Afrique du Nord, sans compter ceux qui sont déjà ici. Enfin, je veux dire, il y a tout un tas de choses comme ça. euh, les Lola, des familles qui se suicident tout entières, enfin, des trucs comme ça, enfin, des choses qui sont. Bon, mais ça, à la limite, ça montre un très gros malaise. Mais il y a encore pire, je trouve, c'est le fait que on est arrivé à un point où vous aurez remarqué que la plupart des faits divers de grande ampleur, ou qui, ce n'est plus, enfin, c'est des guerres de clans en fait. C'est des guerres de clans entre populations étrangères qui sont en France. Par exemple, ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde, il y a eu un gitan qui a été écrasé. Non, oui, c'était ça, un gitan qui a été écrasé, je crois, par une voiture conduite par des Marocains au moment où il y a eu la victoire du Maroc, alors, je ne sais plus encore du final, je ne sais plus quoi. Parce qu'il y a, c'est en soi très. Bon, voilà, voilà, hein, ça veut tout dire. Hein, c'est plus l'équipe de France, c'est plus important quasiment l'équipe du Maroc ou l'équipe d'Algérie ou autre, bon, peu importe. Et comme il y a eu cette mort, alors, on se demande pourquoi un garçon de 14 ans était dehors à 1 h du matin, mais passons. Euh, et ben après, la communauté victime s'est vengée sur la communauté qui a fait agressive. Donc on revient dans un système de guerre de clans, de vengeance, de vendetta, de guérilla. C'est exactement ce qui s'était passé en 2021, je crois, avec cette histoire avec les Tchétchènes et c'était les Tchétchènes et je sais plus qui, là, dans l'est de la France. Enfin, c'est très marquant, c'est-à-dire qu'on a tellement plus de contrôle. Ou alors, encore cette histoire là aussi avec cette. Euh,
les Kurdes, il y a récemment, et ça aussi c'est très marquant, et même les Kurdes, ils ont dit officiellement, non, non, mais il ne faut pas plus d'extrême droite, c'est n'importe quoi, c'est les Turcs qui nous ont attaqués. Enfin, je veux dire, voilà, il y a des guerres de clans de territoire entre populations étrangères, et la France, en fait, ils s'en fichent complètement. Enfin, je veux dire, c'est pas qu'ils s'en fichent, c'est que c'est juste un non-problème, c'est un non-sujet. Donc, bon, je pense qu'il faut le savoir. Donc, conclusion, que faire et quels sont quand même les éléments d'espoir, parce qu'il ne faut pas rester sur ce tableau euh, qui est un peu difficile, enfin, qui est un peu dur, même si je pense que c'est quand même la réalité. C'est bon, comme je le disais auparavant, c'est que le combat continue, qu'il y a un vrai combat et qu'il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de fatalisme. Maurras disait que en rien n'est impossible en politique ou que le fatalisme en politique est une imbécilité. Je peux bien dire, mais c'est exactement vrai, c'est très vrai, puisque ça dépend de nos décisions, de nos actions. Donc voilà. Évidemment, voilà, le pouvoir est comme ça, il est complètement délétère et pourri, mais en même temps, c'est aussi dans ce genre de situation où de grands changements peuvent se passer, puisque quand plus personne ne soutient un pouvoir et ne consent que pour préserver quelques intérêts personnels pour ceux qui en ont encore, ou par paresse, bon, c'est pas très solide. Donc, que faire, que faire, que faire, que faire ne pas être royaliste, voilà, je ne vois pas comment on peut faire sinon. Donc, il faut se former pour convaincre les gens, parce que là, il y a vraiment de quoi faire pour convaincre les gens. Il ne faut pas aller trop vite, ça dépend qui vous avez en face, mais juste présenter les faits d'une part de ce qui se passe et quand même faire comprendre, enfin, dire qu'il n'y a pas un problème. Et si la personne a suffisamment de volonté pour dire oui, il y a peut-être un problème, ensuite aller réfléchir mais comment ça fonctionnait avant, quels sont les bons principes, voilà, bon. Après, je pense que c'est maintenant notre temps, et ça c'est la chance de notre temps, c'est qu'il faut se sanctifier et revenir à la foi. Le combat politique et le combat spirituel sont liés, en fait, et quand on regarde dans l'histoire de France, c'est clair. Et le 20e et le 19e siècle, même le 18e, l'avait oublié, je pense, beaucoup. Et finalement, c'est une sorte de peut-être retour de flamme, en tout cas de punition, pour nous rappeler que on peut pas distinguer. On peut distinguer de combats, mais on ne peut pas les dissocier. On est des hommes qui sont un. Nous sommes un corps et une âme. Nous sommes membres pleinement du royaume, du corps politique français, du royaume de France, et de l'Église, et les deux en même temps. Et donc, on ne peut pas être schizophrène, c'est pas possible. Et clairement, aujourd'hui, c'est le grand, je pense, cadeau de la Providence, c'est que d'un point de vue humain, la situation est tellement désespérée, parce que, objectivement parlant, la situation est désespérée, d'un point de vue humain, je parle, que ça nous force à revenir à l'espérance surnaturelle, qui n'est pas inquiétisme, et qui, au contraire, nous pousse à l'action et une action véritable, qui n'est pas un activisme. Et ça, je vous renvoie à la précédente conférence que j'ai fait sur ce sujet. Ensuite, je dirais qu'un deuxième axe, alors ça dépend évidemment de votre âge, votre situation, vos capacités, mais pour les jeunes plus particulièrement, c'est vrai pour tout le monde, mais encore plus pour les jeunes peut-être parce que c'est plus facile pour eux. Moi, ce que je dirais, c'est que on est vraiment dans un temps où c'est fini l'entrisme. Il faut arrêter de vouloir faire de l'entrisme et il faut arrêter de vouloir compter sur des institutions qui sont pourries à la moelle. À une époque, quand les choses, quand les gens qui étaient dedans, comme je disais avant, qui étaient républicains de façade dans des institutions mauvaises, mais qui se comportaient encore de façon traditionnelle, on pouvait être illusionné, on pouvait croire, on pouvait discuter avec ces gens-là. Aujourd'hui, on arrive à un stade où ils détruisent tout ce qui touche. Donc il faut arrêter d'aller là-bas, vous ferez broyer, il faut arrêter de même mettre le doigt dans tous ces engrenages-là, et de juste investir dans des choses dès le départ, de s'investir, de contribuer ou de s'intégrer que à des choses qui sont sains, S-A-I-N, et sains, S-A-I-N-T. Donc, sortez les associations républicaines qui sont organisées de façon démocratique, ça ne sert à rien.
Ne vous investissez pas dans des entreprises qui pourront vous virer au bout de quelques mois si, enfin, je veux dire, voilà, qui sont dans une logique démocratique ou qui n'en ont rien à faire à vous, qui veulent vous rendre esclave, euh, ou qui font des choses qui servent à rien, etc. Je dis pas qu'il faut démissionner, faut être prudent, etc. Mais il faut pas avoir des illusions sur la réalité de ce qui se passe, donc faut s'engager. Faut pas s'engager comme si notre vie était là, quoi, parce que c'est pas ça. Euh, Essayer de mettre le moins possible le doigt dans l'engrenage, c'est-à-dire que dès que vous pouvez, ben, je sais pas moi, éviter de jouer le jeu, de payer les impôts, sortir la sécurité sociale, pas mettre ses enfants à l'école. Alors je sais que ça devient compliqué en France maintenant, de faire ce genre de choses, et que ça oblige à des obéissances civiles, mais même à rentrer dans l'illégalité parfois. Mais en fait, il faut essayer de le faire. Et en tout cas, tout ce qui est légal, il faut le faire. Et pour éviter d'avoir. Parce que même si c'est inconscient, et ça, c'est en étant ici au Japon, ça me frappe aussi souvent, c'est cette accoutumance que beaucoup de Français ont pour le totalitarisme, sans même s'en rendre compte, simplement du fait de l'environnement, quoi, du fait de faire des petites concessions ici, 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 de petit à petit, ça fait qu'après on arrive dans une situation, ça devient plus difficile de sortir, en tout cas ça demande une beaucoup plus grande violence pour s'en sortir. Et ouais, voilà, donc c'est ça, ne pas jouer le jeu et se mettre à la disposition du roi. Tout ça c'est facile à dire, difficile à faire, je sais très bien. Voilà. Donc je m'arrête là pour la présentation et n'hésitez pas à poser des questions que vous pouvez poser à l'oral si vous préférez. Euh, Merci pour votre écoute. Aussi pour information, en attendant une question. Ah bah si, attendez, j'ai des questions alors. Qu'est-ce que c'est? Euh, je vois pas les... Ah, chat, pardon. Ah non, c'est ça. Je vous informe aussi du thème des prochaines conférences, comme ça sera fait. J'en ferai une sur le droit naturel. Pourquoi la royauté est le meilleur des régimes en tant qu'il respecte l'homme tel qu'il est. Je ferai aussi une conférence sur Joseph de Maistre, en tant que fondateur de la contre-révolution et des enseignements pour notre temps. Je voulais poser aussi une question dans une autre conférence. Est-ce qu'une monarchie peut être révolutionnaire? Je parlerai de Napoléon en fait. Euh, et puis certainement je parlerai aussi de problèmes qui avaient été abordés, enfin qu'on m'avait demandé des questions sur ça. Comment aborder dans le cas de restauration les 200 ans de discontinuité de royauté d'un point de vue institutionnel, les corps existants et ceux qui seraient potentiellement récalcitrants. Puis aussi parler du problème musulman. Et enfin, un autre thème aussi que j'aimerais aborder dans les prochains mois, c'est voilà, la foi, la question de la foi dans le combat légitimiste et la place finalement de l'Église ou de la religion dans une restauration. Donc, voilà, c'était ça. Et donc, mais vous pouvez, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez. Hein. Alors, j'ai une question que je vais traduire pour non japonisant. On me demande si en Japon, seul euh, le collège est obligatoire. Non, en fait, c'est obligatoire depuis 6 ans ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en théorie, c'est plus sévère qu'en France avant l'interdiction du collège, dans le sens où ici, au Japon, où au Japon, c'est la scolarisation qui est obligatoire. Et pas l'éducation. Donc, enfin, c'est-à-dire l'éducation.
aussi, mais surtout la scolarisation, parce que ce qui change tout, puisqu'en France, avant l'interdiction de l'école à la maison, c'est que l'éducation. Donc, en principe, le droit naturel était reconnu, donc c'est-à-dire que c'était les parents premiers éducateurs. Et donc, bon, on a mis l'éducation obligatoire, mais ça voulait dire que peu importe la façon dont on la donne l'éducation, ça peut être à la maison ou n'importe quel autre moyen. Bon, et petit à petit, dans les 30 dernières années, l'école à la maison a été de plus en plus restreinte et était interdite. Et l'âge a été passé de 6 à 3 ans, double peine. Ici, la scolarisation est obligatoire, ça c'est depuis l'ère Meiji, depuis le début. Je ne sais pas sur quel système ils ont pris ça, je pense que ça devait être sur l'allemand à l'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est que ils ont, alors, et ça date de cette époque-là, comme c'était impossible à mettre en place, en pratique, la scolarisation est restée obligatoire, mais pas la présence. Pas la présence. On n'est pas obligé d'aller à l'école, mais on est obligé d'être inscrit dans une école. Ce qui a été en fait une sorte de compromis pratique, parce qu'à l'époque, comme tout le monde vivait dans les campagnes, enfin, c'était juste impossible que tout le monde aille à l'école. Et ça, c'est resté, et ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, les problèmes qui sont connus en France, là, qu'on appelle hikikomori, enfin vous savez, ces gens qui restent enfermés chez eux et qui ne sortent plus, bah, si c'est possible, c'est parce que la scolarisation est obligatoire, mais pas la, pas la présence. Alors, alors, bonsoir, je côtoie beaucoup de gens d'origine étrangère qui, pour certains, ont un roi au pays, j'imagine les Marocains par exemple, et qui ont une dent contre l'État français. Quand je leur parle de la possibilité d'un retour de la monarchie en France, ils me prennent un peu pour un dingue. Vous avez quelques arguments? Oui. Alors ça dépend ce qu'ils vont répondre. Mais ce qu'il faut, bah si, normalement il y a de quoi exploiter, hein. Alors déjà, si eux ils ont un roi, ils disent, bah en quoi c'est bizarre de vouloir que le roi de France revienne sur son trône, puisque vous aimez votre roi et vous voyez bien que ça marche mieux quand même. Si c'est des musulmans, vous pouvez leur dire que de toute façon, un roi catholique respectera le droit naturel et toutes ces histoires d'invertis, LGBT, tout ça, ça passe à la trappe et on arrêtera de tuer les enfants aussi. Et ça normalement, et puis qu'on reconnaîtra Dieu créateur et qu'il faudra lui rendre un culte. Enfin que officiellement l'État lui rendre, enfin que les rois lui rendra un culte, voilà, et que de toute façon dans l'histoire, hein, on n'a jamais eu de conversion forcée, donc on ne va pas les forcer à se convertir. Donc pour eux, ça sera forcément plus vivable et beaucoup plus agréable. Et que deuxièmement, s'ils détestent l'État français, en fait, il faut leur faire comprendre que ce n'est pas l'État français, que c'est l'État républicain. Et que là, commencer à essayer de prendre des éléments dans l'histoire, en particulier la Révolution française, pour montrer que cet État républicain nie ce qu'est la France, fondamentalement, euh, depuis tout le temps, hein, et que donc, s'ils détestent l'État républicain, ben, nous aussi, et que, mais qu'on aime la France parce que c'est le contraire de ça, justement, et de la façon de faire. Et si par hasard c'est des Marocains que vous avez en face, là il faut parler de Yoté. Que Yoté, c'est grâce à lui qu'ils ont leur royauté quand même. Il faut leur dire hein, que si au Maroc ça n'a pas été ce qui s'est passé, la situation sur place était différente, mais c'est aussi grâce à Yoté qui était légitimiste et qui a voulu conserver la royauté locale, la protéger, c'est un protectorat, et c'est grâce à Yoté qui était légitimiste et qui était légitimiste dans tous les pays, donc qui respecte enfin, la légitimité naturelle de l'endroit où il est. Donc au Maroc, c'était une royauté, c'était la royauté. Voilà, je dirais, c'est ce genre d'argument. Hein, et puis aussi, autre argument, c'est que en tant qu'étranger, euh, une- la monarchie sera toujours mieux. Et là, vous parlez du fait que, dans le sens où elle n'est pas jacobine, donc elle n'est pas unitaire. Donc, elle n'oblige pas, euh, elle garde l'ordre. Donc là, il ne faudra plus tuer les gens dans la rue, et il y aura des choses qui sont interdites et tout ça. Mais en revanche, elle ne va pas les embêter sur le voile. C'est pas l'affaire de l'État de s'occuper de ça, quoi. En revanche, elle enverra certainement des missionnaires pour qu'ils se convertissent, quoi. Mais après, c'est eux qui se convertissent ou pas, quoi. Mais donc, ça sera plus franc, hein.
Et puis, euh, et puis aussi, on les tirait de leur, de leur rappeler que si il y a des gens qui les détestent en France aussi, c'est plus, c'est pas, il y a une part de responsabilité parce que pour certaines communautés qui font des actes criminels, mais c'est que c'est l'État républicain qui a créé cette situation. Et que s'il y a des tensions comme ça entre communautés, entre Français de souche et communautés étrangères, c'est vraiment artificiel dans le sens où s'il y a si c'est vrai qu'il y a un vrai problème avec l'islam millénaire, ça c'est clair, mais plus que ça, le vrai souci c'est que c'est les républicains, la République, qui a créé ce problème artificiellement, mais vraiment artificiellement depuis le départ. Et là, il faut tirer, parce que si on vous dit, ah oui, bah donc c'est la République de maintenant, mais la République d'il y a 40 ans ou 50 ans, ça allait. Non, non, c'est la République d'il y a 50 ans qui a créé le problème qu'on a aujourd'hui, hein. De Gaulle, quand il disait, je veux pas colomber les deux églises, mais colomber les deux mosquées, en fait, il a fait le contraire. C'est lui qui, par sa défaite voulue politiquement en Algérie, les traités qu'il a passés avec l'Algérie, et puis le fait de vouloir avoir tous les avantages économiques court terme en utilisant de la main-d'œuvre pas chère importée de là-bas, bah, ça a créé tout le problème qu'on a aujourd'hui et ça a ouvert les valves. Après, c'était juste une augmentation, un élargissement de cette politique de départ, mais les fondements ont été posés à ce moment-là. Donc, c'est vraiment pas nouveau. C'est long. Je veux dire, c'est vraiment un phénomène long. Aujourd'hui, on arrive à la queue extrême, quoi. Oui, les fameux Suédois, et voilà. Les Belges, très bien. Oui, bah oui, les Marocains, normalement, sont réceptifs parce que ils ont une dette concrète historiquement envers les légitimistes. Et pour les Algériens aussi, enfin, il faut leur dire, il faut leur dire, il faut reconnaître, parce que c'est vrai, il faut reconnaître que la République a fait n'importe quoi en Algérie. C'est un foutoir, l'Algérie. Aujourd'hui, mais même pendant la colonisation, c'est vraiment parce qu'il y avait une contradiction interne entre ce que faisait la République et ce que faisaient les bons Français. Vraiment ce que je disais tout à l'heure, vous voyez, c'est ça qui est terrible dans l'histoire du 19e et du 20e siècle en France. Il y a vraiment un État mais pourri à la moelle depuis longtemps, et depuis la Troisième République c'est massif, et des royalistes dessous en gros, hein, ou des gens qui sont en fait royalistes dans la façon de faire, quoi, des tradis, qui font tourner l'État derrière, quoi, qui rattrapent toutes les catastrophes, qui n'appliquent pas les lois, qui rattrape là. Mais en Algérie, ce qui est fou, hein, et ça c'est complètement différent qu'avec le Maroc, c'est que quand les institutions euh, qui n'étaient plus de la restauration, donc ça a commencé dès la monarchie orléaniste, mais vraiment la Troisième République a fait ça massivement, ils ont juste plaqué les institutions jacobines, je ne dirais pas françaises, hein, jacobines sur place. Voilà. Et c'est ce qui a été fait dans beaucoup de pays colonisés en Afrique. Vraiment, hein, vous savez, ce réflexe jacobin. Donc pour ceux qui détestent la colonisation dans ces étrangers-là et tout ça, il faut leur dire, mais oui, vous avez raison de la détester. C'est jacobin révolutionnaire, ils ont fait pareil en France. Moi je suis gascon, ils m'ont fait pareil en Gascogne. Ce qu'ils ont fait en Algérie, en Guinée ou je sais pas quoi, d'un point de vue, vous savez, plaqué, institutionnalisé, tout ça, bah, c'est ce qu'ils ont fait pendant la Révolution en France avant. Donc il faut détester la République et aimer la France. Parce qu'aussi, il faut reconnaître qu'il y a des choses qui se sont bien passées dans les colonies, hein. Et tout ce qui s'est bien passé, quand on réfléchissait, c'est les restes euh, de la France vivante. Les Pères Blancs, les missionnaires, les œuvres de charité, c'est pas la République. C'est pas la République. Et ça, je pense qu'ils devraient être sensibles, parce que personne ne leur dit, personne ne leur a appris ça. Personne, on leur apprend pas ça, hein. Donc il faut essayer, je pense, de diriger les arguments en disant ce que vous appelez France et ce que vous détestez de façon légitime, c'est pas la France, c'est la République. Et nous la détestons pour les mêmes raisons, parce qu'ils nous ont fait la même chose avant de le faire à l'extérieur des frontières actuelles de la France, ils l'ont fait en France, en tuant le roi. Et une fois que ça percute, à mon avis, ça peut donner des graines vraiment intéressantes. Et là, il faudrait peut-être faire quelque chose sur ce sujet de façon plus formelle. J'en parlerai à Loïc. Aussi, autre information, nous aurons une conférence du père Jean-François Thomas euh, à, à un moment donné cette année.
Je ne sais pas encore la date, c'est parce qu'il a un agenda très chargé, donc ça sera ad hoc. Ça sera une conférence, enfin un horaire qui sera ad hoc. Oui, l'islam est bah, c'est une hérésie, quoi, hein, c'est une religion fausse, clairement. Voilà. D'autres questions? Oui, pour finir, enfin, pour préciser, le tableau que j'ai tiré aujourd'hui, en fait, c'est très, dans les malheurs temporels que l'on a, c'est quelque chose qui est très positif spirituellement, parce que finalement, ça nous oblige à prendre la réalité telle qu'elle est, et ça nous pousse à progresser spirituellement, et à avoir une conscience surnaturelle, et ça nous force quelque part, et ça c'est très bien, à être efficace, dans le sens à ne pas perdre de temps, à travailler, enfin, à perdre de l'énergie sur des œuvres qui sont pourries à la moelle. Donc ça nous force vraiment à travailler sur nous, à devenir plus chrétien, à faire fonctionner les œuvres auxquelles on participe avec des gens qui ont les principes d'Europe. C'est déjà suffisamment compliqué de faire des œuvres chrétiennes dans le bon sens avec des gens qui ont les bons principes que n'allons pas perdre du temps avec dans des endroits où les principes sont faux institutionnellement, donc empêche toute possibilité de faire quelque chose de bien en fait. Même, voilà, je pense que ça c'est vraiment très important. Et puis il faut pas du tout se désespérer, il n'y a rien de pire. D'autant plus que la situation actuelle devient tellement difficile que elle pousse aussi beaucoup de gens. Les gens sont demandeurs, je pense, de solutions. Et en fait, on les a les solutions, les légitimistes. Il n'y a pas de solution miracle. C'est pas les lumières, c'est pas les lendemains qui chantent, etc. Mais les principes, les bons principes, la vraie foi, ce sont des vraies solutions. Et les gens ont cette soif, je pense, à l'heure actuelle, beaucoup plus peut-être qu'au XXe siècle, du fait de la situation qui devient critique. Et ça, c'est positif, parce que ça veut dire que les choses peuvent changer vite. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Et vous pouvez aussi les dire à l'oral, hein, si vous voulez. Si vous préférez pas de souci. Euh, mais pour la blague sur les fameux anglais, oui, oui, dans le sud-ouest, en Gascogne, l'immigration qui pose le plus de problèmes, c'est les Anglais. Mais c'est plutôt agréable. Enfin, bon. Alors, peut-être si je vous laisse encore. Alors ça, il faut en jamais ça. Faut pas... Alors là, les questions sur le Japon. Comment est-ce que le Japon compte reprendre les territoires du Nord qui ne font pas partie des Kuriles? Bah, à mon avis, ils le feront jamais, hein. Enfin, comment dire, le Japon, ce que je vous ai décrit sur la souveraineté de la France, c'est pour ça que c'est très triste pour la France, parce que on avait encore des fondamentaux solides sur certains aspects comme la diplomatie ou l'armée, mais ça c'est fini maintenant. C'est en train de finir, enfin, ça va être difficilement rattrapable. Mais ce qui est terrible pour le Japon, c'est juste que c'est ce que je vous ai décrit sur l'état de souveraineté, hein, je parle pas la situation de l'ordre au jour le jour, mais sur la souveraineté du Japon, il n'y a pas d'État japonais. Le Japon, pour le coup, c'est vraiment le 51e État américain, hein. Il y a une présence américaine hyper forte partout sur le Japon. Ils font juste la diplomatie américaine. Ça fait longtemps que c'est comme ça, mais c'est encore plus caricatural avec ce qui s'est passé l'an dernier là, en Ukraine. Je crois que c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que le Japon a quand même pris mesure diplomatique aussi forte qui était de chasser l'ambassadeur de Russie
Pour un pays qui se dit pacifiste et qui veut la paix, c'est quand même pas très prudent et surtout très débile. Enfin, je veux dire, c'était quand même pas compliqué de juste rien faire. Mais non, il fallait faire, il fallait, voilà, c'est-à-dire c'est même pas juste des bons serviteurs des États-Unis, c'est comme ce qui se passe en France à l'heure actuelle, c'est qu'on fait du zèle, quoi. Et c'est ça, c'est terrible. Il faut en profiter tant qu'il y a se garde derrière. Oui, enfin plutôt, c'est-à-dire que si le Japon, pour le coup, avait été diplomatiquement, avait eu une souveraineté, même pas, enfin, je veux dire, si elle avait fait une diplomatie normale, elle aurait profité de l'Ukraine pour soutenir la Russie, en tout cas pour pas la désavouer, enfin en tout cas pour l'aider en sous-main au minimum d'un point de vue diplomatique. Et ça aurait été l'occasion de signer un traité de paix avec les Russes. Parce qu'au fond, la Russie, pourquoi elle ne signe pas de traité de paix avec le Japon? C'est parce qu'il n'y a pas d'occasion, parce qu'elle n'a pas intérêt. Mais là, typiquement, dans un genre de choses comme ça, le Japon, qui n'a rien à voir avec l'Ukraine, aurait pu juste être relativement pragmatique et intelligent et aider la Russie un peu en sous-main, comme en fait la plupart des pays d'ailleurs qui sont pas débiles, enfin qui sont encore normaux quoi, que ça soit l'Inde, je sais pas moi, les pays d'Afrique, enfin tous les pays qui sont pas sous l'emprise américaine finalement, qui sont voilà, qui peuvent jouer sur les deux plans quoi. Moi, je suis pour international, voilà, voilà. Enfin bon. Dans le cadre d'un nouvel ordre mondial ou d'une instabilité mondiale, l'État pourrait être destitué. Ce ne serait pas déjà heureux pour les Français. Bah oui, 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 effectivement. Cette question est très importante, je pense. Euh, il y a deux choses sur cet aspect-là. En fait, l'État français ne serait pas démantelé. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que c'est plus un État quelque part, ça devient une structure administrative, tampon entre un État mondial, qui est pour l'instant plus européen que mondial, mais qui se veut mondial. Enfin, il y a vraiment cette volonté hein, pendant cette histoire de crise sanitaire. Ils ont essayé de le faire via l'OMS, en imposant à tous les États la souveraineté d'une sorte de gouvernement mondial, en commençant par l'aspect sanitaire, en imposant des mesures sanitaires à toute la planète en fait. Et ça, c'était très impressionnant au Japon. C'est-à-dire que d'un point de vue symbolique, c'était très impressionnant au niveau des frontières. Normalement, les frontières, il n'y a rien de plus enfin, ça dépend vraiment de la souveraineté pour le coup de l'État, normalement, hein, les frontières. Ce qui était très intéressant, quand je suis revenu au Japon, bon, tout était fermé pendant longtemps, mais quand ça a été un peu ouvert, j'ai pu sortir pour aller en France et revenir ensuite. En entrant au Japon, euh, ça a pris des heures, des heures et des heures, euh, et c'était tous des membres du ministre de la Santé. Et si on passait pas les fourches codines de toutes ces choses sanitaires, on n'arrivait même pas aux frontières politiques. Et la frontière politique, ça prenait 5 minutes. Un tampon et on passe. Et pendant 4-5 heures avant, il y avait une cohorte de fonctionnaires qui vous faisaient plein de tests, plein de trucs, de machin. Et en fait, c'était plus le ministère de l'Intérieur ni le Premier ministre qui contrôlait les entrées du territoire, mais c'était le ministère de la Santé qui contrôlait l'entrée du territoire en pratique. Il suffisait en pratique, c'est vraiment, il suffisait que vous soyez positif, ils vous remontaient dans l'avion et ils vous renvoyaient. Et là, ça peut être très facile de faire des abus. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font en Chine, hein, de façon, sans même se cacher. Ah, lui, je le veux pas, je dis qu'il est positif, hop, voilà, même pas besoin de donner une raison politique, vous voyez. Donc l'État en soi, bon bref, mais pour revenir à l'État français, je pense qu'ils vont pas, ils vont, l'idée c'est pas de le démanteler, l'idée c'est de l'utiliser comme structure administrative de passage. Et c'est ça qui est en train de se passer concrètement, je pense, avec les éléments que j'ai donnés, qui c'est très triste. Et le piège, c'est de croire que l'État est encore souverain en fait, même si nominalement il est, et même si d'un point de vue en pratique, s'il y avait un pouvoir fort s'il y avait une restauration, ben, on pourrait dire voilà, ben, c'est fini. Mais ce qui est terrible, c'est que entre l'immigration et le démantèlement de notre euh, outil industriel, comme on dit, etc., on est arrivé dans un état de dépendance de l'étranger qui est extrêmement fort aussi. Oui, je crois que je comprends très bien, car à ce moment, je me forme dans un GRETA, centre de formation. Avant cette nouvelle année, il était indépendant, il y avait un directeur. Aujourd'hui, il dépend d'un siège dans tous les GRETA de l'Île-de-France. Voilà, c'est ce genre de choses. Hein. Comme les communautés de communes, comme on essaie de démanteler tout ce qui peut avoir un pouvoir de décision.
que ce soit au niveau local et au niveau national, et même maintenant international. Enfin. Et puis, oui, oui. Et autre aspect important, ça je pense que c'est l'enseignement légitimiste, c'est que notre nature, elle est là et on ne peut pas la changer. Donc, même si on nie l'autorité, même si on nie l'ordre, même si on nie tout ça, euh, en fait, on ne peut pas faire sans. Donc, ça revient. Enfin, ça sera toujours là. Donc, vous aurez toujours une élite, par exemple. Et vous aurez toujours un gouvernement dirigé par un petit nombre de personnes. Si ce n'est pas assumé dans une monarchie, bah, ça sera une oligarchie plus ou moins cachée. Et qui ne travaillera plus pour le bien commun, mais pour son bien privé ou pour des idéologies complètement autres, genre l'ordre mondial, etc. L'avantage de notre époque, et c'est finalement, c'est vrai que voilà, c'est toujours pareil, hein, ça il y a le double versant, hein, c'est aussi très dangereux, mais bon, le fait du digital et de la virtualité, alors du point de vue danger, c'est un grand danger, ouais, exactement. C'est un grand danger parce que, par définition, tout ce qui est virtuel, ça va contre notre religion catholique de l'incarné, puisque ça peut, vous savez, ce métaverse, toute cette histoire-là, c'est très dangereux ça, parce que c'est Rousseau. C'est vouloir faire croire qu'on peut, juste avec nos fantaisies, on peut créer un monde qui est un faux monde, en fait. Sauf que, comme c'est du purement virtuel et que ça joue que sur le son et les yeux, finalement, on peut rentrer dans cette virtualité sans avoir tout de suite de grosses conséquences néfastes naturelles, et donc s'enfermer dans une prison assez longtemps, et on met du temps à s'en rendre compte. Alors que quand on fait quelque chose de trop contre nature dans la réalité pure, en général on se prend un retour de flamme assez rapidement. On va demander aux homosexuels, en général, je sais pas c'est quoi leur espérance de vie, mais voilà. C'est certainement moindre que la population générale, ou dans un état qui ne doit pas être très enviable. Et en fait, tout ça, enfin, peut-être qu'ils ne savaient pas certainement au début, mais enfin, les conséquences à la fin, au moment, sont là. Donc il y a ce danger de la virtualité, mais en même temps, toutes ces histoires digitales ont un grand avantage, c'est qu'on peut beaucoup plus difficile de manipuler l'information quand même. Malgré, évidemment, nous, milieu le dénonce avec raison, hein, des grands médias ont fait de la propagande à tire-larigot, mais le fait même qu'ils aient fait la propagande à tire-larigot comme ça montre bien qu'ils ne contrôlent pas très bien la situation. Parce que grâce à ces choses digitales, eh ben, les gens se sont remis à parler, parce que c'est quand même plus facile, enfin, c'est plus facile de contourner la pression sociale de ne pas parler à son voisin parce qu'on a peur qu'il nous dénonce ou qu'il nous suspecte, plutôt que de parler à quelqu'un sur Internet qu'on ne connaît pas forcément, ou même on sait qu'il pense comme nous parce qu'on a été mis en relation comme ça, et où en plus on a quand même vous savez, parce que comment marchent les totalitarismes, style communisme, etc., ils tracent tous les gens les uns contre les autres. Ils disent aux enfants dénoncez vos parents s'ils ne sont pas bien citoyens, ils disent aux voisins dénoncez votre voisin s'il n'est pas bien républicain, vous voyez. Donc ça fait qu'ils empêchent les gens de discuter, ils empêchent les gens de se concerter, ils empêchent les gens de faire des choses. Il faut le dire, ça a commencé aussi avec les manifs pour tous, les marches pour la vie, tout ça, en concret, mais aussi grâce au digital. Il y a tout un tas de relations qui sont remises en place et beaucoup d'informations qui ont circulé malgré tout et qui circulent toujours. Ce qui est. Il y a des limitations. Ils essaient de mettre la chape et ça risque d'augmenter. Mais en fait, ils ont vraiment beaucoup de mal. Et comme quoi aussi, arriver à faire un totalitarisme de type communiste sur toute la planète en même temps, c'est quand même compliqué. Donc c'est l'avantage, c'est que de toute façon, toutes ces idéologies sont tellement irréalistes qu'au bout d'un moment, elles se violentent au réel. Mais c'est toujours pareil. Quand ils commencent à se heurter au réel, ça les excite, ils deviennent plus agressifs et donc c'est dangereux. C'est dangereux, donc oui, ils se suicident, ils nous suicident, donc il ne faut pas se laisser faire, mais en même temps c'est là où le combat, où notre combat devient de plus en plus capital, parce que plus ils se rencontrent en réel, plus ça sera agressif, plus il va falloir se battre. Euh, c'est ceux qui ont réussi. Ouais, voilà, ouais, c'est pas étonnant. Voilà. Euh, ouais, est-ce que d'autres questions ou est-ce qu'on s'arrête ici?
Euh, je, pour la, donc je propose que s'il n'y a pas d'autres questions, on s'arrête. Très bien, très bien. Ben, merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a intéressé, que ça a aidé. Je publierai le programme des prochaines conférences sur les prochains mois prochainement. Pour la prochaine date, je vous l'ai dit pour ceux qui sont là, je pensais faire à confirmer, mais je pensais, si cela vous va, euh, que ça soit le vendredi 24 février. Voilà. Euh, et enfin, j'espère aussi que vous avez bien profité du 21 janvier et du 22 janvier la semaine dernière. Euh, Ça avait l'air vraiment très bien. Félicitations pour votre travail, pour ceux qui ont pu aider à ça et à participer. C'est les deux combats les plus importants, je pense. Voilà, hein, Louis XX et la vie. Et, euh, et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Aujourd'hui, pour vous, c'est la Saint-Jean Chrysostome. Demain, ça sera Saint-Pierre de Nolasque, qui avait fondé l'ordre de la Merci, qui rachetait les captifs au XIIIe siècle à nos chers amis musulmans, euh, qui ont levé, qui ont levé les fidèles. Donc, je vous souhaite un excellent week-end. Et pour information, demain matin à 9 heures heure française, il y aura une conférence de Philippe de Vivier, mon frère, sur un livre qu'il a édité, qu'il a réédité, un ancien livre, l'éducation à l'école à la maison, une institution divine de l'abbé Roquette, qui parlera justement de l'école à la maison. Si vous voulez, attendez, je vous mets le lien dans le chat. Euh, Comme ça, parce que ça sera pas sur Discord. Ça sera... Ah, mais je crois qu'il y a l'événement qui a été créé sur Discord, donc vous pouvez accéder par là, mais je vous le mets là au cas où, si ça vous intéresse. Je pense que ça sera intéressant. Et voilà, en attendant, je vous dis au mois prochain, ou à bientôt pour ceux que je reverrai avant, et au plaisir, et finissons par une courte prière. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit soit-il. Sous votre miséricorde, nous nous réfugions, Mère de Dieu, nos prières ne les méprisez pas dans les nécessités et du danger. Délivrez-nous, seul pur, seul béni, ainsi soit-il. Au plaisir et courage dans le combat, avec force et pas de désespoir, mais du réalisme. Simplement du réalisme avec une espérance surnaturelle importante. Bonne nuit à tout le monde.